L'amélioration des processus consiste à identifier le cœur de métier de son entreprise, ce qu'elle vend pour faire des bénéfices, puis à le mesurer et à l'optimiser. Cette optimisation peut prendre la forme d'un coût moindre, d'une accélération, d'une qualité supérieure ou des trois. L'amélioration des processus rendra votre entreprise plus rentable et pourrait bien se révéler essentielle à sa survie. Même si chaque entreprise et chaque activité est différente, il existe des techniques universelles permettant de déceler le potentiel d'amélioration des processus. Et voici les points abordés dans cette formation. La mesure et l'évaluation de vos processus actuels, l'équilibre entre coût, temps et qualité, le véritable coût d'une production de qualité supérieure, les files d'attente et délais d'exécution, les goulots d'étranglement et plusieurs autres de mes théories favorites. Certaines de ces théories sont des composantes des méthodes Lean et Six Sigma, que nous n'étudierons pas en intégralité. J'en ai extrait le meilleur, le plus intéressant et le plus utile pour vous dans le cadre de cette formation. J'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur de production, puis j'ai enseigné la gestion de l'exploitation à l'université et j'ai moi-même passé un MBA. Je vais vous exposer les théories les plus intéressantes en matière de gestion d'exploitation et de gestion de qualité en un peu plus d'une heure. J'espère que ce cours vous sera agréable et utile. À la fin, vous comprendrez mieux comment les systèmes fonctionnent et vous aurez tous les outils en main pour améliorer vos propres processus. Alors, c'est parti! Avant d'améliorer un processus, il faut savoir si cela s'impose vraiment. Dès que vous commencez à intervenir, certains diraient interférer. Vous devez savoir si vous apportez un mieux. Ou plutôt, vous devez savoir si ce mieux est le fruit de vos actions, de quelque chose d'autre ou tout simplement du hasard. Après tout, il y a une chance sur deux pour que cette année soit logiquement meilleure que la précédente. Nous devons donc mesurer les effets de nos processus. On dit souvent que ce qui n'est pas mesurable n'est pas gérable. Mais est-ce vraiment exact? N'est-il pas possible de gérer quelque chose sans le réduire à un chiffre? D'ailleurs, tout est-il mesurable? Et la qualité, le service, le design ou la culture, sont-ils mesurables? J'aurais tendance à dire que oui, mais étant donné mon bagage d'ingénieur, c'est normal. Je crois que si vous ne mesurez pas, vous risquez de supposer que tout va bien, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Par conséquent, vous risquez d'agir seulement une fois que la situation devient catastrophique et que le problème saute aux yeux de tout le monde. Mieux vaut ne pas attendre si longtemps. Dans cette formation, je suggère d'identifier les processus clés, puis de les mesurer afin de pouvoir les surveiller et ensuite les optimiser. Optimiser ne signifie pas maximiser, minimaliser. Nous verrons qu'il vaut mieux tabler sur 80% que sur 100%. Donc tout commence par une gestion scientifique. Décidez de votre objectif, puis mesurez votre progression vers ce but. Mon cœur se serre à chaque fois qu'une entreprise annonce sa restructuration. Je sais ce que cela signifie. De longues années de chaos onéreux, avec le départ des bons éléments et l'attente des mauvais éléments qui espèrent toucher des indemnités de licenciement. Une fois que toutes les pièces du puzzle jetées en l'air sont retombées sous une autre forme au sol, certes, tout est différent, mais est-ce pour autant mieux qu'avant? Certains aspects sont améliorés, tandis que d'autres sont dégradés. Il serait nettement préférable de tout mesurer, de localiser les problèmes afin de pouvoir les cibler, puis de mesurer si vous contribuez ou non à résoudre ces problèmes. La première question à poser est donc, mesurez-vous suffisamment? Quels sont vos trous noirs, c'est-à-dire vos processus apparemment non mesurables? Si vous deviez les mesurer, que feriez-vous? Savoir quoi mesurer. Si vous essayez de tout mesurer, vous y passerez du temps et vous finirez par ne plus savoir à quel chiffre vous vouez. Les mesures sont souvent contradictoires. Si vous désirez une qualité supérieure et un coût moindre, vous mesurez les deux. Mais quel sera votre facteur prioritaire? Sans compter que si vous parvenez à baisser le coût, cela ne devra pas nuire à la qualité ni à aucun autre facteur important. Il ne faut jamais mesurer ni interpréter un chiffre sans contexte. Si le CA a augmenté, qu'en est-il du bénéfice? Quelqu'un peut avoir baissé les prix pour doper les ventes.
La hausse du nombre d'employés est-elle une bonne nouvelle? Cela dépend de leur rotation. Même le taux de plainte peut augmenter parce que vous sondez mieux vos clients ou à la suite du lancement d'une initiative ambitieuse. Ne mesurez jamais un seul facteur. Les chiffres ont quelque chose d'irrésistible. Si vous entendez que l'école de votre quartier est 5% moins bonne que celle du quartier voisin, c'est tout de suite la déception. Mais en quoi est-elle moins bonne? Et qu'est-ce que 5% au fond? Une anomalie pour cette école généralement mieux notée? Elle peut être moins bonne sur certains points, mais meilleure dans d'autres domaines plus importants. Et si l'école du quartier voisin savait tout simplement mieux se mettre en valeur afin d'obtenir un meilleur score en négligeant les points non mesurés? Par exemple, au Royaume-Uni, il a été question de mesurer les résultats des médecins pour établir un classement et le rendre public. Toutefois, cette initiative a été discréditée, puis abandonnée, car des facteurs clés n'étaient pas pris en considération. La pondération était discutable et il était difficile de quantifier la différence entre zones riches et zones pauvres. Surtout, les médecins traitant des pathologies plus complexes que les autres obtenaient des scores plus bas, bien qu'ils soient probablement meilleurs. Alors faut-il laisser tomber et ignorer les mesures? Ce serait vraiment dommage. Sans les mesures, nous sommes réellement démunis. Toutefois, elles ne doivent pas servir de critères de jugement, mais plutôt de point de départ pour chercher à savoir pourquoi. Pourquoi ce score bas pour ce médecin? Pourquoi ce bon score pour cette école? Cela nous permettrait de savoir ce qui se passe réellement afin de comprendre la cause des scores et décider s'ils comptent vraiment. Le meilleur point de départ est le ratio, comme par exemple le nombre d'infections par opération, de jours d'absence par élève, d'accidents par kilomètre ou d'erreurs par rapport. Comparez ce ratio à celui d'autres personnes, services ou entreprises, ou bien à celui que vous obteniez à la même période l'an passé. Cette comparaison est le seul moyen d'interprétation statistique valable. 20 infections, c'est neutre. 20 infections pour 100 opérations, c'est déjà plus précis, mais pas encore assez. Si les autres médecins affichent un ratio de 10 infections pour 100 opérations, c'est très clair. Donc 1, ratio, et 2, comparaison. Il faut toujours s'interroger sur les données. Demandez-vous si la personne qui vous fournit ces chiffres peut être biaisée. Sa source est-elle fiable? Est-ce le fruit du hasard? S'agit-il d'une vue d'ensemble? Est-il certain que A a causé B? Donc je soumets les informations à 5 tests. 1. Peuvent-elles être biaisées? 2. Est-ce un chiffre ou un ratio? 3. Est-ce significatif? Autrement dit, cela peut-il être un hasard? Si le chiffre en question varie beaucoup d'une période à l'autre, il pourrait bien être le fruit du hasard. 4. Qu'est-ce qui manque? Enfin, 5. Est-il certain qu'une chose ait vraiment causé l'autre? Le reste de cette vidéo est consacré à l'étude de cette dernière question. Le lien de causalité est complexe. Les chiffres sont souvent liés, et quand l'un augmente, un autre suit. Mais ils n'ont pas de lien de causalité, juste une origine commune. Ainsi, les enfants issus de familles éduquées ont plus de chances de lire et de réussir à l'école que les autres. Mais cela ne signifie pas que la lecture soit la cause de leur réussite. Cela peut être leur comportement en classe ou les devoirs qu'ils font à la maison. Cette distinction est capitale, car si vous trouvez une corrélation entre lecture et réussite scolaire, vous pouvez en déduire que chaque enfant doit lire davantage. Or, cela pourrait être une perte de temps. Ou pas, naturellement. Mais enfin, on n'en sait rien. Prouver que A est causé par B et non C est ardu. Il faudrait faire une expérience avec des groupes témoins, en comparant deux groupes d'enfants de classe moyenne, un qui lit et l'autre qui ne lit pas, ou deux groupes d'enfants de classe défavorisée, un qui entreprend de lire davantage et l'autre qui ne lit pas. Se contenter d'identifier des corrélations est paresseux et ne prouve rien. De la même façon, il peut être ardu de comprendre ce qui dope vos ventes. Si vous avez baissé vos prix, un autre facteur aurait-il pu avoir une influence? Qu'est-ce qui a pu changer au même moment? Donc j'aimerais que vous réfléchissiez aux mesures que vous prenez actuellement. Mesurez-vous un seul facteur sans contexte?
Mesurez-vous trop de facteurs au point de ne plus savoir lesquels vous devriez privilégier? Mesurez-vous des ratios plus que des chiffres bruts? Les comparez-vous à ceux de personnes ou périodes similaires? Vos liens de causalité sont-ils sûrs? C'est la base de l'amélioration des processus. Vous devez commencer par bien penser vos mesures. Le contrôle statistique de processus, ou CSP, peut prendre une forme très mathématique. En réalité, il est fondé sur des principes très simples et utiles à comprendre. Voyons cela sans référence mathématique. D'abord, le contrôle de processus. Si vous vérifiez vos produits ou services a posteriori, autrement dit si vous faites l'inspecteur des travaux finis, par exemple en contrôlant la propreté d'une pièce ou la cuisson d'un plat, c'est déjà trop tard. Bien sûr, cette inspection vous permet de tirer des leçons pour faire mieux la prochaine fois, mais elle ne vaut pas le contrôle de processus. Il vaut bien mieux savoir que son four est à la bonne température et que sa dinde y cuit le temps adéquat, plutôt que se retrouver avec une dinde brûlée. Donc il faut connaître la bonne température et le bon temps de cuisson en les reproduisant à chaque fois. Nous pouvons même faire des essais moins longs avec un four plus chaud, ou plus long avec un four moins chaud pour trouver la cuisson parfaite de notre dinde et nous y tenir. C'est ça, le contrôle de processus. Facile pour cuire une dinde, mais plus dur pour programmer un logiciel ou faire une vidéo. Vous devez tâcher d'identifier les ingrédients clés de chaque processus et réussir leur dosage à chaque fois. C'est là qu'intervient l'aspect statistique. Regardez bien cette cible. 2 personnes tirent dessus au fusil. Le tireur A obtient ses résultats. Il n'a jamais manqué la cible et a mis dans le mille une fois. La tireuse B obtient ses résultats. Elle a manqué la cible une fois et n'a jamais mis dans le mille. Mais qui est le meilleur? C'est bien la tireuse B, en raison de son groupement. Le terme groupement désigne la variation que présentent les tirs. Son groupement étant déjà satisfaisant, elle n'aura aucun mal à améliorer ses résultats. Il lui suffira d'ajuster sa visée et le tour sera joué. Le tireur A, lui, est bien à plaindre. Pour s'améliorer, il aurait besoin d'un nouveau fusil, d'un autre œil ou d'un bras plus stable. Pas simple. Par conséquent, il existe 2 motifs d'échec. La dérive de la moyenne, ou visée mal ajustée, et la variation excessive, ou main tremblante. Inspecter la cible et déclarer qu'on l'a manqué n'explique rien. Nous ignorons quoi changer pour nous améliorer. Si notre dinde est brûlée alors que nous avons bien suivi la recette, c'est que le four se décalibre ou que la température fluctue à l'intérieur. Voyons voir. Pour savoir s'il s'agit d'une dérive ou d'une variation, nous devons évaluer le groupement. Ici, prenons 4 relevés aléatoires et analysons leur dispersion. S'ils s'avèrent tous très proches, le problème vient du calibrage du four. S'ils sont tous très éparses, le problème vient du régulateur de température. De plus, ces 4 échantillons nous donnent une mesure moyenne qui lisse les éventuelles anomalies. En relevant un échantillon par heure ou par jour, nous pouvons voir si la moyenne dérive. Ainsi, ces 4 échantillons permettent de surveiller tant la dérive que la variation, et sous forme graphique, représentent notre processus dans le temps. Mieux encore, cela nous explique pourquoi nous avons échoué et comment corriger le tir, tout en nous signalant les problèmes en amont. Si le calibrage du four commence à dériver, le graphique CSP nous en informera bien avant que nous ne goûtions notre dinde. Nous éviterons ainsi à coup sûr la catastrophe d'un repas de Noël gâché, en d'autres termes, celle d'un envoi inadéquat à un client. Vous surveillez le temps d'attente des clients ou le nombre d'erreurs dans les rapports. Vous préféreriez savoir si la situation empire avant de recevoir une plainte. Il vous faut des facteurs mesurables pour exploiter ces statistiques et ces graphiques. Imaginons que vous ayez un cabinet d'architecture et que vous vouliez chiffrer l'appréciation par vos clients des dessins de chacun de vos architectes pour en effectuer un suivi graphique et en déterminer la moyenne. Y a-t-il dérive? De plus, quel écart constatez-vous? Comment varie chaque architecte?
Notez-vous des déclins ou instabilités? Préférez-vous une moyenne élevée suscitant la controverse ou une moyenne modeste mais constante? Au moins, vous disposeriez des faits requis pour prendre votre décision. Vous voyez que le simple constat final de réussite ou d'échec ne marche pas, car il ne permet pas de comprendre le fonctionnement du processus. Voilà donc l'enjeu du CSP. Bien sûr, la question est: comment l'appliquer à votre activité? Quels sont vos processus clés et les indicateurs internes que vous pourriez mesurer et surveiller dans le temps à l'aide de graphiques? Les réponses sont légion. Coût, déchets, durée, délai d'exécution globaux, taux de ponctualité de livraison, qualité, précision ou satisfaction client. Cela peut sembler lourd, mais essayez le CSP. C'est un outil d'amélioration souvent négligé, mais toujours efficace. La vidéo précédente était consacrée au principe du CSP sans référence mathématique. Cette vidéo est consacrée à deux formules mathématiques. Une première qui est toute simple et une seconde qui peut paraître complexe, mais qui est en réalité facile à comprendre et très utile. D'abord, la simple. La question est: lorsqu'un appareil, un processus ou un service enregistre des performances décevantes, comment savoir si cette situation est due à un véritable problème ou simplement à la malchance? Par exemple, imaginons que les membres de mon équipe soient censés répondre aux demandes sous 3 jours et que des clients se plaignent que, la semaine passée, ils ont mis 5 jours. Y a-t-il eu un vrai problème ou juste des clients plus difficiles et une semaine plus chargée que d'habitude? Bien sûr, mes collaborateurs diraient qu'ils ont joué de malchance, alors je dois mesurer l'étendue du phénomène. Je réalise un graphique du temps de réponse quotidien afin de savoir s'il dérive à la hausse ou s'il varie grandement d'un jour à l'autre. Deux causes possibles d'échec, comme nous venons de le voir dans la vidéo sur le CSP. Le tout est de savoir à quel moment intervenir. Un seul jour de performance décevante est trop court, et je risquerai de m'en mêler prématurément, tandis qu'un an de performance décevante est plus que suffisant pour avoir des certitudes. Mais j'aurais alors certainement attendu trop longtemps pour réagir. Dans l'idéal, je serai auprès de mes collaborateurs pour les voir évoluer dans leur environnement, au lieu d'avoir à me fier aux chiffres de leur performance. Mais si je ne peux pas faire autrement, je dois savoir quand intervenir. Combien de jours de performance décevante ou exceptionnelle d'affilée indiquent à coup sûr un changement dans mon service? La réponse est incroyablement simple. 8. En effet, après 8 jours d'affilée, je dois mener l'enquête et intervenir. 6 ou 7 jours peuvent relever de la malchance. Je dois attendre encore. Cette approche semble contre nature. Après 2 ou 3 jours d'affilée, nous pensons qu'il faut intervenir. Attention, s'il est question d'accident, de décès ou de grosses sommes d'argent, il faut réagir dès le premier jour. Cela dit, vous seriez alors déjà auprès de vos collaborateurs. Naturellement, nous tendons à surréagir et à détecter des tendances a priori. C'est l'instinct de survie. Si un buisson bruisse et qu'un tigre en surgit, alors chaque bruissement annonce un tigre. Celui qui attendrait de voir surgir 8 tigres avant de s'inquiéter en mourrait. Mais si vous lancez une pièce 3 fois et qu'elle tombe côté face 3 fois, elle ne vous semble pas truquée? Il faut en savoir plus pour l'affirmer. Et c'est pareil au travail. La science s'impose. La réponse est 8, car ce chiffre correspond à une probabilité de phénomène de hasard inférieure à 1%. Soyons clairs. Si un événement très improbable se produit plusieurs fois d'affilée, cela doit éveiller vos soupçons. Toutefois, nous parlons ici de chiffres légèrement supérieurs à la moyenne, soit une improbabilité de 50%, et 8 fonctionne dans ce cas. Si la moyenne du temps, des plaintes ou des coups est dépassée 8 fois d'affilée, alors la probabilité d'un phénomène de hasard est de 0,5 puissance 8, soit 1 sur 256, soit près de 0,5%. Il est donc sûr, à un peu plus de 99%, qu'un changement est survenu et la probabilité de malchance est inférieure à 1%. Voilà pour la formule facile.
La seconde formule est plus complexe, mais comme je l'ai annoncé dès le début, elle est vraiment très utile. Il vaut la peine de la comprendre afin de pouvoir la mettre en pratique dans votre travail. Et l'avantage des vidéos sur LinkedIn Learning est que vous pouvez les mettre sur pause pour prendre des notes ou les revisionner à loisir. Je vous conseille de prendre des notes et de revisionner le passage qui va suivre au besoin. Nous venons de voir qu'en cas de probabilité de 50-50, par exemple pour un dépassement de la moyenne, il faut 8 jours pour être sûr qu'un changement est survenu. Mais si l'événement est improbable, il faut moins longtemps pour s'assurer d'un changement. Retournons la question. Dans quelle mesure un événement doit-il être improbable avant qu'une seule occurrence justifie une enquête? Quel code d'alerte devrait causer une réaction et une enquête? Au Royaume-Uni, vous pouvez voir votre carte bancaire bloquée et recevoir un appel de votre banquier si vous faites un énorme achat ponctuel ou plusieurs gros achats. C'est parce que les banquiers font exactement ce calcul pour lutter contre la fraude, et je les en félicite, même si cela peut parfois être pénible. Les météorologues aussi partagent cette approche. Si 8 étés plus chauds que la moyenne démontrent un changement climatique, qu'en est-il de 3 étés brûlants ou d'un été de canicule extrême? Quel degré devrait-il atteindre? Dans votre cas, combien de plaintes devriez-vous recevoir en un mois avant de réagir et de mener une enquête? À quel point votre budget devrait-il être dépassé? Combien d'accidents ou de jours d'absence dans votre service? Combien vos ventes devraient-elles baisser en un mois pour justifier une enquête? Quels que soient les facteurs mesurés, quel devrait être le déclencheur? Je pense que vous comprenez que c'est une donnée utile à connaître et que, si vous l'ignorez, alors à quoi bon mesurer quoi que ce soit? Le point d'intervention se calcule avec la moyenne plus ou moins 3,14 fois l'étendue mobile médiane, ou EMM. Pas de panique, j'explique. Prenez cette colonne de chiffres qui donne le nombre d'accidents par mois dans une gare. Il ne s'agit pas de trains qui s'écrasent, mais d'usagers qui glissent sur du café renversé ou des choses de ce genre. Tout est consigné de nos jours. Imaginons que je recueille les chiffres de 100 gares et que je veuille effectuer un suivi pour savoir si je dois examiner le cas d'une gare en particulier. Voici comment je procède. La moyenne est 7,9. Je la calcule en additionnant ces chiffres, puis en divisant leur somme par leur nombre. Puis, je calcule l'étendue mobile médiane. C'est assez simple en réalité. Je calcule l'écart entre chaque chiffre et celui qui le suit, toujours sous forme de nombre positif, qu'il représente une hausse ou une baisse. Je l'inscris entre les deux chiffres, comme ceci. Puis, je trie les EMM dans l'ordre croissant et je prends celle du milieu. 1,4. Il existe une fonction de tri automatique dans les tableurs et autres programmes de calcul informatique. Ce chiffre du milieu est l'étendue mobile médiane, EMM. Cela représente le degré d'évolution type du chiffre d'un jour à l'autre. C'est un indicateur de variation. Si ce chiffre est faible, alors toute évolution raisonnable du nombre d'accidents sera significative. Si ce chiffre est élevé, je devrais constater une évolution énorme du nombre d'accidents avant de paniquer. Enfin, le point d'intervention se situe à 3,14 EMM au-dessus de la moyenne. Notre EMM étant de 4, notre point d'intervention est de 3,14 fois 4, soit environ 12,5, au-dessus de la moyenne. Autrement dit, 7,9 plus 12,5 qui nous donne un résultat d'environ 20,5. Si je comptabilise 21 accidents ou plus, je dois m'en inquiéter. À moins de 20 accidents par mois, il s'agit d'une variation aléatoire, sauf si elle se répète 8 fois d'affilée. Et voilà, vous repérerez les écarts, vous identifiez la valeur intermédiaire, EMM, vous la multipliez par 3,14 et vous l'ajoutez à la moyenne. Cette méthode permet d'effectuer le suivi de tout ce qui vous intéresse. Vente, coûts, erreurs, délai d'exécution, température, déchets, réusinage, plaintes, etc. Bien sûr, le seuil d'intervention est supérieur à la moyenne si vous cherchez à détecter un problème qui ne doit pas dépasser un certain plafond.
En revanche, il est inférieur à la moyenne si vous mesurez un facteur désirable comme la vente ou la production, qui ne doit pas dépasser un certain plancher. C'est pourquoi la formule est la moyenne plus ou moins 3,14 fois le MM. Le tout est de savoir sur quoi l'expérimenter. Quel facteur mesuré ou mesurable serait-il utile d'assortir d'un seuil d'intervention?